Merci à votre président, merci à Pierre d'être à l'initiative de cette rencontre de ce soir. Je crois que si vous êtes venus aussi nombreux, c'est parce que vous avez envie de rencontrer avec un homme dont vous pouvez présupposer, dont on présuppose tous, et puis c'est pas que vous verrez en entendant parler, qu'il est habité par l'amour de son métier. Donc rencontrer des gens passionnés par ce qu'ils font, rencontrer des gens qui ont envie de bousculer les choses, de faire adhérer à leur passion. Je crois que ça n'est pas donné tous les jours. Et si vous êtes venus aussi nombreux, tu vois, il y a de l'attente, fait salle. Alors ça l'intimide, parce que je vous préviens, c'est un grand timide. Mais c'est quelqu'un qui aime profondément ce qu'il fait. Et donc ça, c'est toujours un plaisir que de pouvoir partager un moment avec quelqu'un qui est pleinement habité par ce qu'il fait. Hein, je trouve, moi, c'est un grand, grand plaisir. Donc je vous souhaite un bon moment de bonheur avec lui. Et une très belle soirée. Que vous soyez encore plus nombreux à venir suivre les concerts aussi qu'il dirige. Il va falloir une quatrième soirée, peut-être. Mais bon, en attendant, pour cette soirée-ci, eh bien, bon échange avec lui. Et ouais, vraiment, je regrette, je ne peux pas rester parce qu'après le préfet, il y a le conseil communautaire. Donc je ne peux malheureusement pas rester avec vous. Mais je vous souhaite un très bel échange. Merci beaucoup. J'arrive à voir. Bon, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir et je vous souhaite la bienvenue en mon nom propre en tant que président du conseil d'administration, au nom du conseil d'administration de l'UTLA et aussi au nom de monsieur Jean-Louis Goutte, qui est le président de l'Université de Pau et qui met à notre disposition cet amphi pour cette rencontre exceptionnelle que nous avons ce soir. Nous inaugurons ce soir, nous commençons la série des conférences de l'Université du Temps Libre. Ces conférences sont presque une institution, ça fait des années que ça dure. Ces conférences ont lieu tous les vendredis soirs à 17h30. Ce soir, c'est dans l'amphithéâtre de la faculté de droit, mais les conférences, à partir de cette année, vont avoir lieu dans un amphithéâtre de la faculté des sciences. Attention, ce sera la première fois. Et vous aurez autant de parking que vous voulez devant la présidence, donc vous regarderez les plans, et l'ensemble sera bien éclairé. Ça commence à 17h30, alors il fait à peine jour l'hiver, et puis ça se termine vers 19h, 19h15, il fait nuit là, mais l'ensemble est bien éclairé, donc ne craignez pas de venir. Ces conférences sont extrêmement diverses, les sujets essayent de toucher à tout un ensemble de choses. La prochaine conférence, la semaine prochaine, j'ai noté, c'est sur Camus et l'Algérie. La suivante traitera de la foudre, vous voyez, on aura un sujet un peu plus scientifique. Ensuite, une conférence sur l'émir Abdelkader, une autre sur Montaigne, Lafayette, puisque ça va être bientôt l'anniversaire du voyage de Lafayette sur l'Hermione vers les États-Unis, et on terminera le trimestre par la géographie des langues régionales. Ces conférences, je vous le signale, bien sûr à tous ceux qui adhèrent à l'UTLA, mais surtout à ceux qui n'y adhèrent pas. Ces conférences sont publiques, elles sont ouvertes à tout le monde, on ne demande pas de badge, aucune référence particulière, donc vous y êtes cordialement invités chaque semaine. Les programmes paraissent dans la presse. Et puis vous pouvez consulter les programmes sur Internet. Particularité de nos conférences aussi, c'est qu'un certain nombre d'entre elles sont enregistrées. C'est le cas ce soir.
Elles sont enregistrées et diffusées en direct sur Internet en direction de diverses cyberbases du département. On espère arriver à 19 cyberbases différentes. Et elles sont ensuite un peu retravaillées, stockées, et elles sont à disposition de tout public sur Internet. Pour vous donner une idée de l'importance de cette diffusion, nous avons une moyenne d'à peu près 3000 connexions par mois sur le site Web Campus 64, qui est le site de ces conférences, où vous pouvez vous-même retrouver les conférences de l'an passé et celles de l'année d'avant. C'est la 3e année cette année que ces conférences, un certain nombre de conférences sont enregistrées et diffusées. Donc, vous n'êtes pas venu pour m'écouter, vous êtes venu pour écouter notre prestigieux conférencier. Je vais laisser à Pierry le soin de vous le présenter. Et quant à moi, je vous redis la bienvenue et je vous souhaite une excellente soirée. Bon, je vais être très très rapide parce que c'est avec une certaine émotion que j'ai organisé cette rencontre et je vois que le président Goutte a pu se libérer lui aussi 2 minutes. Il est en pleine inspection générale du ministère, il s'est libéré 5 minutes. Il se passe plein de choses. Il y a exactement 6 ans, nous étions ici, un tout petit peu plus, mais guère. C'était le premier concert étudiant et ça avait été quelque chose d'absolument incroyable. Et on a voulu fêter cet anniversaire. Juste avant ce premier concert étudiant, triomphal, on avait vu arriver un tout jeune homme que personne ne connaissait à Pau. Il est venu nous voir au service culturel. À l'époque, il n'y avait pas encore la maison de l'étudiant. Et il ne le sait pas, mais il a joué un petit rôle indirectement dans la création de la maison de l'étudiant. Je vais vous le révéler. Un tout jeune homme est venu nous voir, très décontracté, t-shirt, jean, dit voilà, je suis chef d'orchestre, je viens d'être nommé par André Labarrère, je veux jouer partout. Et je veux jouer aussi à l'université. Alors il y avait un emploi jeune dans le service qui depuis, des fois ça marche les emplois jeunes, qui est devenu directeur de la maison étudiante, qui a visité tout le campus avec Fessal. Alors il paraît que c'était très intéressant, il tapait dans ses mains, il écoutait l'acoustique et tout, et il a dit c'est là. Et là, les problèmes ont commencé, je vous passe, administratif, complexe, l'assurance, il fallait démonter 15 bancs, personne ne voulait prendre en charge ce genre d'histoire, mais Fessal prenait son téléphone, et puis là, ça dégageait, et tous les obstacles ont été levés. Et donc, le concert a été triomphal, et tous mes collègues qui, à l'époque, n'étaient pas trop d'accord pour qu'il y ait sur le campus un service culturel avec une salle de spectacle, une maison de l'étudiant. Le président Goutte doit s'en rappeler. Mes collègues en plein conseil d'administration disaient qu'on n'avait pas besoin d'une danseuse à l'université, à quoi ça sert un service culturel, gna 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 gna. Ils se sont précipités au concert étudiant quand il y en avait. Et puis après, tout d'un coup, ils ont dit mais c'est bien finalement un service culturel puisque vous avez fait cette rencontre avec Fessal. Et tout d'un coup, tout s'est dégagé et ils ont voté la création de la maison étudiante. Donc tu ne le savais pas, mais c'est grâce à toi. Donc merci d'être là. Et je me laisse la parole à Fessal. Waouh. Micro-baladeur. Hein. Bon, il faut, mesdames, messieurs, bonsoir. On va redescendre un peu sur terre. Hein. On va redescendre parce que je ne passe pas des coups de téléphone. Les choses ne sont pas. Enfin, je passe des coups de téléphone, hein, mais. Waouh. Non, non, il faut redescendre. Madame la députée maire Martine Linière-Cassou disait tout à l'heure que j'étais amoureux de mon métier. C'est vrai que je suis amoureux de mon métier, que je suis passionné par mon métier. Mais il y a 6 ans, je suis tombé amoureux. Je suis toujours follement amoureux de ma ville, de Pau. Et cette juxtaposition, ces 2 amours dans ma vie, entre la musique et ma ville, je dis ma ville parce que je me sens vraiment ici chez moi, même si j'habite aussi, je partage mon temps entre New York et Pau, qui sont pour moi évidemment 2 capitales. Et je dis ça sans aucune... mais oui, mais non, mais on va en parler. Ok. Vous voulez qu'on parle de ça tout de suite, on va en parler. 2 capitales, bien sûr 2 capitales. 2 capitales en tous les cas pour mon cœur, 2 capitales parce que capitale. Dans ce qu'on fait et dans la musique, Pau est une capitale. Est devenue une capitale musicale en tous les cas. C'est une capitale parce que c'est une belle ville, mais surtout pour tout ce qui s'y passe et tout ce qui s'y fait. Et dans le domaine de la musique, et vous en êtes les premiers. L'exemple, je suis décontracté, pardon. Hein. Je sais qu'on ne s'assied pas, président, sur une chaire, mais
Pourquoi pas d'ailleurs? J'en sais rien. Donc voilà, cet amour pour ma ville, cet amour pour les Paloises, les Palois, ont fait que j'ai évidemment tout de suite imaginé que je voulais partager avec vous, avec le plus grand nombre, cet amour de la musique. L'amour de la musique parce que j'ai 36 ans, quand je suis arrivé j'avais 30 ans, et que j'en ai toujours eu marre, et j'en ai encore marre aujourd'hui, d'entendre que la musique classique, c'est pour les vieux, pour les riches, pour les snobs, pour les gens cultivés, etc. Bon, non. D'entendre que la musique classique, c'est quelque chose qui est un peu conceptuel, comme ça, que on n'est pas, que c'est pour une certaine élite, que ça coûte très cher, etc., etc. Bon, ça coûte un peu cher, je dois le dire. Pas tant que ça, d'ailleurs. Nous en parlerons également. Voilà un deuxième sujet. Et donc, du coup, voilà, on s'est rencontrés avec André Labarrère, on a fait ce pari-là, ce pari d'un orchestre, ici. C'est vrai qu'à la disparition d'André et la nouvelle municipalité, parce que l'orchestre de Pau, vous savez, est un orchestre municipal, c'est un service public. Et donc, qui dit service public, dit un service public au service de tous les publics. Comment rendre ça possible? Parce que justement, la musique classique est faite pour tout le monde. Nous sommes tous égaux devant l'émotion musicale. Il n'y a pas de, c'est comme disait Jean-Claude Casadesus, qui a joué un grand rôle dans ma vie, c'est le chemin le plus court d'un cœur à un autre. Aujourd'hui, nous faisions un concert étudiant au Palais Beaumont. C'est vrai qu'ici, nous avons fait plusieurs concerts étudiants absolument phénoménaux, géniaux. Et les étudiants ressortent de là heureux, conquis. Bon, la plus grosse difficulté, c'est évidemment de les faire venir. Mais je crois que quand les gens ont eu ce contact avec la musique, pas ce contact avec Carouy, pas avec leur, mais c'est avec la musique. Vous savez, je prends cet exemple. On a joué, vous savez qu'on joue tous les ans à la Maison d'Arrêt, parce que ça me semble indispensable, parce que la Maison d'Arrêt est un lieu de vie, que l'on dise, et que les gens qui sont dans la Maison d'Arrêt étaient avec nous avant et le seront après. Et donc, il y a tout un public ici qui a le droit également à la musique. Et lorsqu'on a fait notre premier concert à la Maison d'Arrêt, il y a quelques années de ça, c'était pour jouer la pastorale de Beethoven, la 6e symphonie. Impossible de nouer le contact. On est arrivé dans la cour de promenade, puisque le concert avait lieu là. Impossible. J'essayais de leur parler. Certains étaient dans la cour, dans les cellules, les transistors à fond. Enfin, vous imaginez le truc. Impossible. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas partir. On est quand même là pour faire un concert. Et on a commencé à faire la symphonie pastorale. Je vous jure que c'est vrai. Au bout de 30 secondes, 1 minute, tous les transistors se sont éteints et nous avons été bissés. Quand je dis nous avons été bissés, c'est que cette symphonie a été bissée. Et c'est là où on se rend compte du pouvoir extraordinaire de la musique. Donc évidemment, étant amoureux de la musique, étant amoureux de mon orchestre, étant amoureux de mon métier, qui est de faire de la musique tous les jours, étant amoureux de ma ville, eh bien, j'ai eu à cœur, depuis le début, de mettre l'un en phase avec l'autre et de penser l'orchestre de Pau comme un service public, au service de tous les publics, d'imaginer que le rayonnement d'un orchestre partait d'un centre, de la cité, de la ville. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur, avec l'équipe et avec les musiciens qui se sont totalement appropriés le projet, de jouer partout où la musique pouvait être entendue. Alors évidemment, peut-être que l'Amphi 600 n'est pas une salle de concert. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, une salle de concert. Bon, évidemment, il y a des salles de concert sublimes, c'est des auditoriums, mais c'est aussi l'esprit qu'on y met, c'est aussi ce qu'on y fait. Et voilà, c'est pas une question de l'acoustique. L'acoustique, d'ailleurs, n'est pas mauvaise ici, et nous y reviendrons avec l'orchestre, mais on va jouer, en effet, dans les hôpitaux, parce que c'est indispensable aussi. On va jouer à la maison d'arrêt, on fait des choses avec les étudiants, avec les quartiers, avec des projets qui ont mêlé la culture urbaine avec la musique classique, simplement d'essayer de casser tous ces codes et tous ces préjugés sur la musique classique, sur le chef d'orchestre, parce que l'image qu'on a du chef d'orchestre, quand même, c'est Louis de Funès. Non? Bah oui, franchement, l'image... Mais arrêtez! L'image qu'on a du chef d'orchestre, c'est Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, la perruque, l'estomac comme ça, le type complètement désagréable. Bon, c'est bien. Ça a changé, ouais, ça c'est sûr. Non, et c'est vrai qu'il y a maintenant
C'est un peu... Non, mais parce qu'on s'imagine un chef d'orchestre, à quoi ça sert? On nous voit gesticuler des bras, on se dit ça va pas être bien difficile. Quand on fait des concerts avec les jeunes, tous les jeunes imitent comme ça et se disent waouh, ça a l'air simple. C'est vrai que... Bon, je ne vais pas dire que c'est vrai, c'est simple, hein, c'est pas si simple que ça, mais on se demande quel est le travail. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération maintenant de chefs d'orchestre. Je crois qu'on ne peut plus aborder la musique classique comme on le faisait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que la société évolue, parce que je pense qu'il faut être aussi en phase avec la société. Je ne dis pas qu'il faut l'être impérativement, et de manière, parfois il faut être un peu en avance, parfois laisser un peu les choses se passer et évoluer, mais voilà. Donc il y a aussi ce travail-là. Dans mon travail ici à Pau, il y a certes la direction musicale des œuvres, dont on va parler, avec un orchestre, le rapport avec un orchestre, comment on travaille une partition, comment on arrive d'une première répétition à un concert. Et il y a aussi l'autre pan de mon travail qui me passionne terriblement, c'est la direction artistique, le fait d'être directeur musical de l'orchestre, c'est-à-dire réfléchir à des nouveaux concepts, comme un chef d'entreprise ferait, à créer des nouveaux produits, à faire une étude de marché, à se dire tiens, voilà, ça, il faudrait faire ceci, d'inventer des concepts comme un son et brioche, comme les sons et brioche, vous savez ce que c'est? Alors ça, je suis très fier parce que nous avons déposé le concept qui nous appartient à l'INPI. Le concept, c'est quoi? C'est pour ça, vous voyez, c'est pour vous expliquer. Les concerts du dimanche matin, dans toutes les villes, grosso modo, qui ont un orchestre, toutes les villes font des concerts pour les enfants. Généralement, ont lieu le dimanche matin à 11h. C'est grosso modo ce qui se passe. Avec une tarification qui n'est pas trop importante, avec une programmation qui est plutôt orientée. On fait Pierre et le loup, on va faire un conte pour enfants, on va faire des choses comme ça. Et nous, on s'est dit, bon, bah ça existe déjà, est-ce qu'on pourrait réfléchir à quelque chose? Et on s'est dit, tiens, son et brioche. Le concept est le suivant. Le concert est à 11h. Pour le même prix, nous avons organisé un petit déjeuner. C'est-à-dire qu'à 10h, une heure avant, tous les artistes, c'est-à-dire tout l'orchestre, les solistes, moi évidemment, enfin tout le monde, et le public, on prend une brioche, un chocolat. Ensemble, d'abord ça sent super bon. Super. On a eu un problème une année de marché public, et donc du coup on a eu une madeleine, et là c'était vachement moins sympa. Ça a été réglé. Donc maintenant ça sent bon, là je dis ça parce que je vois des anciennes collègues. Ça a été réglé, et ça sent très bon la brioche. Donc l'idée, c'est qu'on prend notre petit déjeuner ensemble et ensuite on va au concert. Et c'est simplement un moment de partage, un moment de convivialité, parce que c'est ça qui est important. Vous voyez, on essaie de réfléchir à des choses qui permettent aux gens de se sentir bien. C'est pour ça que je présente tous les concerts. Voilà, parce que je pense qu'il faut sortir un peu des grandes messes et qu'on est là pour passer un moment ensemble, passer 1h30 avec des gens qui font la tronche et qui ne s'adressent pas la parole. C'est déjà moins sympa. Et donc, du coup, voilà, on essaie de trouver ce lien social, ce lien qui permet aux uns et aux autres de pouvoir s'approprier, de pouvoir être là ensemble et de passer un bon moment. Et ça marche du feu de Dieu. Pas rien, ça marche, parce qu'on a envie de ça, on a envie de passer un bon moment. Donc, du coup, même ces concerts-là sont triplés. Ça reste son brioche, parce qu'on fait à 16h, c'est le goûter. Et la brioche, ça marche aussi à 16h. Mais oui. Et à 18h, le petit creux, et un bon chocolat, une bonne brioche, ça marche. Donc vous voyez qu'on peut toujours trouver des choses. Voilà, et donc ça se pan de mon métier, qui est la direction artistique. Je travaille ça avec Frédéric Morando, qui est ici, qui est le directeur artistique délégué, puisque moi, voyageant aussi, il gère tous ces projets-là. Il réfléchit à la saison, une saison, quels sont les concerts que nous allons faire l'année prochaine. On réfléchit à une saison 18 mois avant, à peu près. Par exemple, le programme de cette semaine. Le programme de cette semaine, c'est l'Adagio de Barber, Korngold, le concerto pour violon, et la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Il y a 18 mois, Frédéric vient me voir en me disant, voilà, je pense à ce programme-là. Bon, pourquoi pas, super. Bon, et il souhaitait que ça se passe au mois de novembre, parce que les élections américaines. Vous voyez, c'était le rapport pour essayer non pas de coller à l'actualité, mais on se dit, mois de novembre, le 4 novembre va être un jour important. Enfin, là, c'est devenu un jour super important.
et c'est super bien. Mais franchement, non. Ah non, je ne fais pas de politique. Mais non, je ne fais pas de politique. Je ne me présente pas, je ne fais pas de politique. Je fais la politique de la musique. Alors ça, oui. Ça, une politique dans le sens de la politique qui est faite, qui est menée aujourd'hui par la municipalité, ça je ne fais pas de politique non plus. Dans le sens de cette politique d'aller vers les autres et de ceux qui... Oui, ça je fais de la politique. Parce que je crois que la musique a vraiment un message qui va au-dessus de tout ça. Bon, en tous les cas, donc on a essayé Frédéric a réfléchi, barbeur américain, Korngold, juif qui fuit l'Allemagne nazie et qui va faire fortune aux États-Unis, à Hollywood, et Dvorak, la symphonie du Beau Monde, qui n'est pas une symphonie américaine, mais enfin qu'il a écrit parce qu'il a voyagé 2 ans, il a dirigé le Conservatoire de New York. Voilà, donc voilà. Vous voyez, on réfléchit à ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la direction artistique, c'est ça, c'est faire les programmes, de voir un petit peu ce qui va se passer, de voir quels sont les anniversaires. L'année prochaine, c'est Chopin. Donc de voir si on peut... voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer, des artistes à inviter, des projets de disques, etc. etc. Et puis d'autres projets qui ont plus attrait à la cité, des réunions pour essayer de travailler avec les autres amis qu'on peut avoir, que ce soit le musée, le château, les ZAC, la médiathèque, j'en oublie, la MJC ou l'espace pluriel, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses à Pau. Il y a beaucoup d'institutions comme ça. Et ça, ce sont des choses passionnantes pour voir comment on peut travailler les uns avec les autres. Donc tout ça, c'est un autre pan de mon métier qui me passionne. Voilà. Ça, c'était l'introduction. Ah ouais. Non mais je me venge, parce que moi j'étais à la fac. Et qu'est-ce que je me suis ennuyé. Oh, je dis ça, président, parce que je l'ai fait peu de temps, hein, mais parce que je voulais être prof de maths. Je rêvais d'être prof de maths. Et j'ai fait une fac de maths à Jussieu, et j'adorais. Je rêvais d'être là, faire, je sais pas, des mathématiques quantiques, des choses comme ça. Je trouvais ça absolument passionnant. Enfin, les maths et la musique, c'est pas très loin. Hein. C'est pas très loin. Voilà, donc j'ai terminé maintenant. Les questions. Ah, ça calme. Hein. Est-ce que vous avez des questions déjà, comme ça, sur cette courte introduction? Allez-y. C'est le micro, c'est là. Attendez, madame. Non, c'est bon, j'entends, je répéterai la question. Tu répètes. Vous avez parlé de gens qui faisaient des tronches comme ça. Moi, j'ai quand même vécu des concerts magnifiques à Nancy. Et à l'époque, dans les années 1950, nous avions lancé le mouvement jeunesse musicale. Oui, tout à fait, c'était merveilleux. Bien sûr que ça existe. Mais bien sûr, vous savez, on n'est pas... Nous sommes à Pau. Je vais pas vous parler de tout ce qui se passe partout ailleurs, mais parlons de Nantes, si vous voulez. Non, il y a beaucoup de choses, vous avez raison, et il y a encore, il y a beaucoup de choses. Quand je vous dis qu'il y a une nouvelle génération, c'est parce que... à l'époque, il y a eu tout un temps où il y a eu les créations des orchestres. Vous savez, beaucoup d'orchestres en France, au temps de Malraux, se sont créés. L'orchestre de Bordeaux, l'orchestre de Lyon, l'orchestre de Nantes, il y a eu beaucoup d'orchestres, l'orchestre de Lille, se sont créés. Et c'est vrai que ça, c'était il y a quelques années. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus de création d'orchestres. Les orchestres, je vais vous dire que ce qui est assez incroyable et assez extraordinaire de ce qui se passe ici, c'est que bien sûr que l'orchestre de Pau n'est pas un orchestre permanent, mais on a créé quelque chose. Il y a 1400 abonnés, il y a un club de 80 entreprises qui sont... Mais il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs, absolument. À Toulouse, ils ont un jeune chef absolument remarquable qui fait des choses. Il y a les Jeunesses musicales de France qui continuent, les JMF, avec lesquels je travaille d'ailleurs. C'est vrai que c'est une antenne qui permet à des gens d'avoir, notamment des publics scolaires qui n'ont pas la chance. Nous, on ne travaille pas ici à Pau avec les JMF, tout simplement parce qu'on a déjà un réseau et on travaille déjà avec les écoles en direct. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent, et heureusement quand même. Heureusement. Non, là, je tire un peu la couverture à nous. C'est normal. Non ? Au risque de paraître un peu immodeste. Mais
Non, non, il se passe beaucoup de choses ailleurs, et vous avez bien fait de le souligner, tout à fait, on n'a rien... Et vous savez, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que ma conception de la musique, ma conception musicale, la conception de ma vie, je n'ai rien inventé particulièrement. Moi, il y a un homme qui m'a marqué beaucoup, c'est comme je disais, c'est Jean-Claude Casadesus, qui, à Lille, il y a 35 ans, avait déjà fait tout ça et avait déjà pensé à ça. Mais le problème, c'est qu'il y a 35 ans, on n'était pas du tout dans cet esprit-là. Il fallait faire de la musique dans des salles de concert, c'était quelque chose de tout à fait... Il fallait que ce soit dans un écrin, etc. Et il a été montré du doigt, mais je le connais bien, Jean-Claude, on se voit régulièrement, c'est un ami, je peux dire. Et à ce moment-là, il a été montré du doigt et dit « Ah bah oui, Casadesus, c'est celui qui joue dans les prisons. C'est la sécurité sociale de la musique. » C'est le SAMU social de la musique. Voilà ce qu'il entendait. Bien sûr, c'était bête parce que c'était aussi oublié qu'il faisait d'autres concerts dans d'autres salles, dans d'autres salles et pour d'autres. C'était pas la question. Il ne faisait pas que ça. L'idée, c'est pas. Mais les gens aiment bien mettre les choses dans des cases. Aujourd'hui, force est de constater que tout le monde va à cela parce qu'on est bien obligé de réfléchir sur notre métier de manière différente. Pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à avoir des jeunes au concert, si on ne joue pas la musique actuelle, les compositeurs vivants, eh bien simplement on va mourir. Parce qu'il y a aussi un vieillissement du public, ce qui est normal, mais il faut aussi aller dans les écoles pour apprendre la musique aux jeunes, pour leur donner envie, etc. Et ça, aujourd'hui, on est dans ce constat-là. C'est vrai qu'il y a eu une période très faste pour la musique, du temps de Malraux, avec toute la création des orchestres et des choses absolument incroyables. Il y a eu toute une période, voilà, et aujourd'hui, on vit plutôt... Évidemment, la conjoncture n'est pas bonne, mais on vit plutôt une sorte de déclin où on parle plutôt de disparition de certains orchestres. Il y a certains orchestres qui ont été et qui sont un peu en péril. Et c'est vrai que ce qui se passe ici a un petit rôle d'exemplarité, si je puis permettre, en disant que là, oui, nous, on est plutôt dans la phase ascendante, ce qui est plutôt c'est positif, mais il se passe plein de choses ailleurs, heureusement. Oh, mon Dieu. Faisal, j'ai peur que certaines de nos adhérentes n'osent pas te poser cette question, mais elles me la posent sans arrêt. Elles me disent, mais puisque vous le connaissez, est-ce qu'il ne va pas nous quitter pour rester définitivement à New York ? Est-ce que tu peux leur répondre parce qu'elles sont très angoissées. Je te promets. Vous savez, quand je parle de... Après, on va parler un peu de musique, parce que là, on parle de beaucoup de choses, mais il faut parler aussi un peu de musique. C'est quand je dis Pau, qui est une capitale pour moi. Je vis à Manhattan, je suis à New York, je partage mon temps absolument entre ces deux villes. Et ce qui est assez incroyable, c'est quand je suis arrivé à New York il y a 2 ans, je connaissais pas New York, je connaissais pas. Je me disais, ouais, New York, c'est la ville où tout se passe. La création, c'est une ville audacieuse, etc., etc. Et finalement, j'étais un peu surpris de voir, d'abord, il y a une énergie absolument incroyable, c'est une ville merveilleuse, les gens sont absolument, surtout maintenant, je veux dire qu'il y a eu, je pense que là, ça va être, j'y étais pas mardi soir, malheureusement, enfin bon, peu importe. Et finalement, j'ai été un peu surpris de m'apercevoir que c'était une ville assez conservatrice, que les gens étaient plutôt conservateurs dans la programmation musicale, dans la vie, dans l'audace. Il y a évidemment de la création et c'est merveilleux. Mais c'est vrai que moi, je me sens ici à Pau totalement libre. Quand on dit New York, tout est possible. Moi, j'ai le sentiment qu'à Pau, tout est possible. Et je vais presque dire qu'il y a des choses qui sont tout à fait possibles à Pau qui ne sont pas possibles à New York. Or, je ne vois pas de choses qui soient possibles dans le métier que je fais là-bas et qui ne soient pas possibles ici. Parce qu'ici, il y a une sorte de simplicité, une sorte d'audace qui est ici. Quand on fait un concert au Stade des Bleuets qui mêle le hip-hop, le rap, le slam, du tango avec l'orchestre, je ne sais pas, ce sont des choses qui peuvent paraître impossibles que l'on fait. Donc je ne vais pas quitter quelque chose dans lequel d'abord je m'éclate, parce que je m'amuse, je m'éclate beaucoup. La deuxième chose, c'est que j'ai le sentiment, il y avait déjà une structure existante, mais 6 ans de ma vie, c'est une magnifique entreprise et j'ai le sentiment aujourd'hui d'être au début d'une aventure. J'ai le sentiment que, ok, nous avons eu 6 années, j'ai eu des moments de flip terribles parce que je suis un angoissé. Quand André Labarrère nous a quittés, j'ai eu un moment bon, d'abord, effectivement, ça m'a énormément marqué.
parce que je me suis dit, voilà, tout reposait sur lui, etc. Et donc on a dû recommencer, on a dû refaire un petit peu de pédagogie. Une nouvelle équipe municipale arrive, il faut aussi refaire connaissance, même si beaucoup de gens étaient déjà ici. Vous voyez, et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est vraiment au début d'une aventure. Et puis aussi, je grandis. Moi, j'ai l'orchestre, je grandis avec l'orchestre, j'évolue, je dirige mieux aujourd'hui que je ne dirigeais il y a 6 ans, parce que je dirige aussi cet orchestre-là. Bien sûr, j'en dirige d'autres, mais je dirige mieux. Lorsqu'on joue la Symphonie du Nouveau Monde qu'on a jouée il y a 5 ans, je la dirige mieux aujourd'hui parce que j'ai grandi avec l'orchestre. Donc je vais pas... Il y a un moment donné, la question se posera, savoir si... Mais la question ne se posera pas dans ce sens-là. C'est pas Fessal va-t-il nous quitter. Il y a un moment donné où il faudra que je parte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné où l'orchestre aura envie de voler de ses... Enfin, voilà, c'est pas le moment. Tout de suite. D'accord? Je me poserai, mais j'y pense. Vous savez, j'y pense, il faut y penser. Je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Je vais vous dire le fond de ma pensée, je ne l'ai jamais dit. Je pense que 10 ans, il faut se poser la question au bout de 10 ans. Calculer. Bon, j'ai le micro pour les questions. Une dame ici. Vous parlez bien dans la petite boule noire. Est-ce qu'on peut vous commander quelques œuvres pour dans 18 ou 24 mois ou vous préférez qu'on envoie une lettre à l'association? Commander quoi? Quelques œuvres à jouer dans 18 ou 24 mois. On peut passer la commande tout de suite? Mais ouais. Mais vous savez qu'il y a des gens qui le font. Ah ben tant mieux. Mais oui, il y a des gens qui le font. Moi, c'est pareil. Dans ce rapport de convivialité, dans ce rapport de simplicité qu'on a avec le public, et ça, il faut. Je sais que beaucoup de gens d'entre vous viennent au concert. Il y a des rencontres avant chaque concert. Il y a des gens qui. On a un rapport simple. S'il y a quelqu'un qui vient me voir, l'Adagio de Barber, voilà, ok, je vais le dire. L'Adagio de Barber, c'est une amie ici. J'avais pas eu l'idée. Qui m'a dit, moi, j'ai une musique qui vient d'être élue d'ailleurs, pas mon amie, la musique qui vient d'être élue la musique la plus triste du monde. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Et elle me dit l'année dernière, écoute, moi je rêverais, j'ai un truc, mais j'ose pas te le demander. Est-ce que ce serait possible que j'ai un disque dans ma voiture, l'Adagio de Barber? Ben ouais, pourquoi pas? Pareil, il y a eu quelqu'un qui m'avait demandé, est-ce que je rêverais d'avoir le premier concerto de Tchaïkovski pour piano? Mais oui, mais les idées. Mais si vous avez plein d'idées, moi j'adore, je prends les idées des autres, ça ne me gêne pas. En revanche, après, je dis que c'est la mienne. Voilà, c'est la seule chose, je vous le dis. Ah non, mais c'est le jeu, c'est le jeu. La dame a demandé où on adresse le courrier, à l'orchestre, tout simplement. À l'orchestre, oui. D'abord parce que j'y habite. Donc, de toute façon, mon courrier arrive, j'ai mon appartement qui est dans les bureaux. Eh oui. Non, c'est à l'orchestre, vous m'écrivez à l'orchestre, ou par mail, ou email, je veux dire, ou par... L'orchestre, l'adresse est dans les pages jaunes, mais c'est Villanito. Bon. C'est Hôtel de Ville, c'est Orchestre de Pau, Fessal Caroui. Hôtel de Ville, Place Royale, 64 000 Pau. C'est mon adresse. C'est mon adresse qui est sur mon chéquier. Et c'est super élégant, quand même. Hein. Et à New York, on marque quoi? Hein? C'est quand même super élégant. Place Royale. Hôtel de Ville. Hein. Eh ouais. Ah, d'accord. Comment peut-on avoir un billet Ah, hors abonnement, demande la dame. Donc, on parle pas du tout de musique ce soir, ok? On va parler marketing, on va parler appartement, décoration. Oh, mais oui, je sais. Je sais. Si j'osais, je vous dirais... D'abord, il reste des places à vendre, non? Alors, pour l'Adagio de Barber, celles et ceux qui adorent l'Adagio de Barber, nous jouons l'Adagio de Barber, la Symphonie du Nouveau Monde et 2-3 bis à Mourinx. Ah, c'est pas trop loin. Il y a des places à Mourinx, je puis vous l'assurer. Si, j'adorerais qu'il n'y ait plus de place à Mourinx, mais je puis vous assurer, parce que j'ai eu encore David Habi tout à l'heure au téléphone, et il reste des places. En tout cas, c'est ça, Louis Blasi, venez, c'est dimanche à 17h. C'est 8 €. Donc voilà la solution. Oui, je sais.
Ouais, Je c'est sais. C'est ça, Bon, je ne gère pas et l'intendance. sur la musique alors? Alors voilà, alors ça c'est la grosse polémique. Alors je vous le dis parce que et après on parle un peu de musique ou non mais c'est pas un problème. Hein. On peut parler. C'est pour ça que j'allais dire, si j'osais, je vous dirais la chose suivante, c'est qu'en effet, dans une salle de concert, il y a quand on dit qu'on joue à guichet fermé, c'est vrai qu'il n'y a plus de place à vendre parce que les gens ont pris leur place. Maintenant, vous savez, moi quand j'étais un peu plus jeune, quand j'habitais Paris. Même quand c'était complet, j'y allais. Et je crois pas que ça me soit arrivé de ne jamais entrer dans une salle de concert, même quand c'était plein. Parce qu'il y a toujours... Alors je ne dis pas, ne débarquez pas à 500. Parce qu'il se peut qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 places de libre. Mais il faut essayer. Et puis si jamais vous cassez le nez, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que voilà, c'est plein. Ouais. C'est bien, non? C'est positif. Ben, il faut s'y prendre un peu plus tôt. Et puis surtout, il faut s'abonner. Ça, je pensais terminer par ça, mais je vais le répéter, donc ce n'est pas un problème. Voilà. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux savoir quels sont vos projets pour chœur et orchestre qui sont prisés par le public et par les chanteurs? J'en sais rien, c'est quoi? En avez-vous? Oh oui, genre, mais on en a. Vous savez, quand on fait une programmation, comment ça se passe? Une programmation, c'est pas simplement en fonction de mes goûts musicaux. Quand on réfléchit à un programme, c'est d'abord on essaye de voir sur une saison le voyage qu'on a envie de faire. Là, je vous ai parlé d'un programme américain avec une symphonie qui est superbe, qui est puissante, enfin bon, un programme américain. Nous avons fait le concert dernier, mais j'ai malheureusement... j'ai changé l'œuvre, donc ça ne marche pas ce que je vais dire. Enfin, on essaie de voir tout ça. Et donc, en fait, les projets avec chœur, il y a des œuvres magnifiques qu'on a fait. L'année prochaine, je souhaite reprendre le Requiem de Fauré. Maintenant, des grands projets comme on a eu avec le chœur concerto et les chœurs comme ça, là, j'en ai pas en tête tout de suite, mais il y en aura de toute façon forcément. Et c'est ça. Maintenant, ça, c'est cette partie... cette partie un peu administrativo-musicale, enfin de réfléchir à tout ça. Ce qui est aussi important dans le métier de chef d'orchestre, si on peut, évidemment, c'est la musique. C'est l'idée de prendre une partition. Alors on me pose très souvent la question, parce que c'est vrai que ça a l'air abstrait. On a une partition, et à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'orchestre? Un type qui fait comme ça, parfois il ne dirige plus, l'orchestre joue quand même. Parfois, il se plante, l'orchestre ne se plante pas. Donc, vraiment, à quoi ça sert? Si même quand il se plante, ça ne s'entend pas, certaines fois, ça s'entend. Hein. La plupart du temps, il faut dire les choses, c'est que ça s'entend moins qu'un couac de cor ou de trompette ou quelqu'un qui joue tout seul. Bon, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect simplement technique de faire commencer un orchestre ensemble et terminer ensemble. Mais ce n'est pas tellement... Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a aussi... Je compare souvent ce métier... C'est quoi l'idée? L'idée, c'est l'idée du voyage. C'est de partir d'un point, du départ, et d'arriver jusqu'à la fin d'une œuvre. Et c'est vraiment un voyage. L'idée, c'est que pour rejoindre un point à un autre, il y a tout un tas d'itinéraires possibles. Je compare souvent, et j'aime beaucoup le mot conducteur, qui est le mot anglais pour dire chef d'orchestre, parce que chef d'orchestre... C'est pas conducteur, c'est celui qui conduit, qui emmène les gens, l'orchestre d'un point à un autre. Il faut s'imaginer que notre instrument, qui est le plus bel instrument du monde, est composé de tous les instruments. Vous vous rendez compte, c'est absolument merveilleux, c'est un instrument absolument fantastique. Et l'idée, c'est de prendre la partition, de la lire, d'essayer de l'analyser, d'abord de savoir comment elle est construite, d'essayer de voir ce qu'on a envie de mettre en relief, il y a telle chose, ça me paraît intéressant, voilà un motif que j'aurais envie de mettre, etc. Donc l'idée, c'est de savoir, c'est comme quand on organise un voyage avant. On a un groupe, on est chauffeur de bus, on a la responsabilité d'un groupe de 50 musiciens et on doit organiser un voyage à travers telle œuvre.
un voyage, vous organisez un voyage. Donc l'idée, c'est de se mettre avant sur la table, de regarder la carte, d'étudier quel est le chemin le plus qui vous plaît le mieux. Est-ce que c'est celui-ci? Celui-ci, non, hop, est-ce que c'est celui-ci? Parce que l'idée, évidemment, du chef d'orchestre, c'est non pas d'imposer, mais il y a un échange, évidemment, avec les musiciens, mais c'est de conduire les musiciens sur son chemin. Évidemment que dans un bus, quand vous allez prendre un itinéraire, si vous demandez l'avis de tous les passagers, ben vous n'êtes pas arrivé. Et en musique, c'est pareil. En musique, c'est pas tout à fait démocratique, je dois dire. Et c'est vrai que les musiciens d'orchestre ont très l'habitude. Ils sont très souples, et c'est leur métier aussi de s'adapter à une interprétation, à un chef d'orchestre. Ils n'auraient peut-être pas fait ça. Bon, ben, très bien, mais ils sont là aussi pour se dire, ben, tiens, ça c'est peut-être intéressant. Parfois, ils détestent absolument. Hein. Ça arrive. Qu'ils détestent le chemin qu'on est en train de prendre. Enfin bon, ça dure 45 minutes, donc ils peuvent le... Enfin bon, non, généralement ça se passe bien quand même. Mais donc voilà, c'est en termes voilà, donc on prend la partition, on la regarde, on analyse, on essaie de l'entendre intérieurement pour voir, pour essayer de trouver des atmosphères, des couleurs. Et une fois qu'on est avec l'orchestre, on n'arrive jamais... vous savez, je n'apprends pas mes partitions avec l'orchestre. Évidemment, un pianiste qui découvre une partition pour la première fois, il va se mettre au piano, il va faire suer personne. Ses voisins, peut-être, et son piano. Mais enfin, son piano ne va pas lui dire. Mais avec un orchestre, c'est impossible. Les musiciens d'orchestre ne sont pas là pour que j'apprenne mon métier sur leur dos, si je puis me permettre. D'abord parce qu'ils ne sont pas là pour ça, parce que c'est un instrument qui coûte quand même relativement cher. Hein, parce qu'il faut les payer, les musiciens. Vous voyez, donc je ne vais pas perdre mon temps, enfin leur faire perdre leur temps. Donc l'idée, c'est une répétition, c'est de commencer, on fait une première lecture, et puis après on fait les équilibres, on règle la justesse, on dit tiens non, là il faudrait plutôt tel phrasé, plutôt tel autre, et petit à petit les choses se mettent en place, et on arrive, quand ça se passe bien, ça se passe généralement très bien, au point. Donc c'est ça qui est vraiment aussi super intéressant. Et puis ce qui est intéressant, c'est notre moyen de communication. À l'orchestre, on parle évidemment, on règle les choses pendant les répétitions. Et ensuite, on va un peu au-delà de simplement, parce que le temps de répétition est assez court, et on va un peu au-delà, et la communication se fait par geste, par réaction, c'est par un regard parfois, ça peut être un geste plutôt brutal ou moins fort, ou changer quelque chose. C'est pas parce qu'on a décidé de quelque chose en répétition que sur le moment, on sait... voilà, on va peut-être faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que les musiciens aussi répondent à ce geste et répondent il y a aussi un échange qui se crée qui est vraiment passionnant dans ce métier. Moi, j'ai fait du piano. J'ai commencé le piano et j'ai découvert l'orchestre. L'orchestre, c'est un univers particulier qui est fait d'hommes et de femmes qui ont des grandes personnalités, la plupart du temps, ils sont des hyper spécialistes de leur instrument. Il faut bien s'imaginer qu'un chef d'orchestre ne sait pas jouer de tous les instruments. Je ne sais pas jouer du hautbois ni de la clarinette, enfin, rien du tout. Mais j'ai évidemment une idée de savoir ce qu'on peut demander à un musicien. Je ne vais pas demander à un musicien de jouer quelque chose de jouer ou de faire quelque chose de totalement impossible. Ce serait stupide. Mais donc je n'ai pas la connaissance technique, mais donc il y a évidemment un respect un respect plus que ça. Il faut qu'il y ait un échange évidemment avec les musiciens. Mais c'est un groupe absolument merveilleux. Ils sont comme je vous dis, des personnalités. Il y a beaucoup d'affect qui rentre en jeu. Vous savez, quand un musicien pour la première fois joue un solo, la symphonie du Nouveau Monde, ça commence. Il y a beaucoup de solos, flûte, corps, hautbois. Avant même qu'on en parle avec le soliste, eh bien, il se met... jouer un solo, je vous assure, c'est se dévoiler. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, c'est donner. Et ce qui se passe ici, c'est vrai, à Pau, est tout à fait merveilleux parce que les musiciens de l'orchestre de Pau qui ont encore cette fraîcheur et qui ont encore super envie, eh ben, prennent des risques, proposent des choses, vont jusqu'au bout de leurs idées. Ça, c'est hyper touchant, c'est hyper beau. Et quand un musicien fait ça et que le chef d'orchestre dit « Oui, mais est-ce qu'éventuellement tu pourrais faire ça ou est-ce que vous pourriez faire ceci ?» Parfois, c'est pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, y a un rapport. Vous savez, le chef d'orchestre, c'est un musicien particulier. C'est le seul musicien qui ne puisse pas faire la manche. Ben oui.
On est les seuls. Moi, je vais vous dire, si je fais ça dans la rue ou chez moi, eh ben, il ne se passe pas grand-chose. Donc, un chef d'orchestre, c'est rien sans son orchestre. Et ça, quand on a pigé ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je me dis, même si parfois, vous savez, on a des soucis. Hein, j'ai en ce moment quelques problèmes avec l'orchestre. C'est pas non plus... on a des difficultés, hein, mais bon, en règle générale, je ne sais pas en règle générale. Mais donc, oui, en revanche, un orchestre sans son chef d'orchestre, ça reste un orchestre. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de se dire, ouais, mais chérie, vous ne pouvez pas jouer sans, etc. Non, il y a vraiment, il faut qu'il y ait un respect évidemment mutuel, mais quand on a cette idée en tête, et c'est pas non plus évident pour les musiciens. C'est pas non plus évident pour les musiciens de sentir ça. Vous savez, c'est un détail complètement qui vous paraîtra peut-être stupide, mais sur la plaquette de l'année dernière, vous savez, la plaquette de saison, il y a une photo d'orchestre qui est assez belle d'ailleurs. Et dans toutes les plaquettes de France, vous verrez que l'orchestre pose avec son directeur musical. Bon. Et moi, je ne souhaitais pas le faire cette saison. Je ne souhaitais pas le faire parce que la communication a été faite beaucoup sur mon nom. Forcément, c'était plus simple, il faut dire les choses, c'était plus simple. Les gens ont pu focaliser, matérialiser, c'était plus concret. Et c'est vrai que j'ai souhaité ça pour que l'orchestre aussi existe par lui-même et que ce soit aussi l'orchestre de Pau et pas simplement l'orchestre de Carouy ou l'orchestre, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment et ça c'est vraiment important pour moi parce que ce sont des musiciens super d'abord qui encore une fois qui jouent vraiment artistiquement hein, quand on a fait la symphonie du Nouveau Monde encore cet après-midi, waouh quoi, et certains prennent des risques, alors parfois il y a des couacs, ça arrive, putain, ça arrive. Ah oui, ça arrive. Bon, enfin, on est en train de... Mais bon, c'est touchant, c'est beau. Oui. Vous avez choisi de présenter à chaque concert une œuvre contemporaine. C'est très bien, surtout que vous la mettez au début, quand tout le monde est obligé de l'écouter. Il ne peut pas se défiler. C'est très bien. Mais comment les choisissez-vous, ces œuvres contemporaines? Parce que je trouve qu'elles sont en général très harmonieuses, elles ne grincent pas dans les oreilles. Ben voilà pourquoi je l'ai choisi. Merci beaucoup, parce qu'elles sont harmonieuses et donc elles ne grincent pas dans les oreilles. C'est quand même c'est suffisant, non? Parce que, non, vous avez raison, mais moi je n'ai pas un rapport sado-maso avec ma musique. Hein, Non, ouais, parce que dans le métier de chef d'orchestre, dans le métier d'artiste, dans le métier de musicien, on a un rôle de divertissement. Bien sûr, on est là pour vous faire plaisir. Les journées, on a tous des journées, vous venez au concert, c'est pas pour vous... Bon. En revanche, je trouve qu'on a aussi une mission d'éducation. Éducation, c'est éduquer le public à la musique, et notamment la musique actuelle. C'est quelque chose qui est très sincère et très profond en moi, parce que d'abord j'ai des amis qui sont compositeurs, parce que j'ai le sentiment que ça va dans la même démarche, que si on ne joue pas la musique d'aujourd'hui, si Beethoven n'avait pas été joué de son vivant, on serait passé à côté de quelque chose quand même. Hein. Mozart, pareil, etc. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je ne serai pas là dans 200, 300 ans, évidemment, pour savoir quels sont les compositeurs que l'on jouera. Enfin, que l'on jouera, ça c'est comme les livres. On ne sait pas quels sont les écrivains qui resteront dans 200 ans. Est-ce que ce sera Jean d'Ormesson ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. L'idée, c'est la différence avec la musique, c'est que la musique, elle doit être jouée pour vivre. Donc, c'est vrai que ça me semble indispensable d'en faire. Maintenant, c'est vrai que j'ai souhaité de faire ça de petit à petit. On a commencé il y a quelques années avec 3 minutes. Parce que les gens ont peur, se disent la musique contemporaine. Et je vous rassure, moi, c'est pas ce que j'écoute à la maison pour me détendre. Hein. Vous non plus, je présume. Si, ah mais d'accord, waouh. Ou à la radio. Mais bon, alors c'est vrai qu'on a commencé par 3 minutes, 4 minutes, etc. Et on est monté. Ça a été une ouverture, ensuite un concerto, ça a été une symphonie. On a fait des choses plutôt audacieuses. Maintenant, c'est vrai que c'est certains, mais d'ailleurs, critiquent la programmation en disant, même certains musiciens de l'orchestre, qui sont beaucoup plus, comment tu dirais ça? Non, plus...
peut-être beaucoup plus à la pointe, considère que la programmation de musique contemporaine de l'Orchestre de Pau, c'est de la... Et bon, mais c'est un peu ringard. Moi, je trouve pas, parce que je trouve pas. D'abord, évidemment, je trouve pas parce que je la programme, mais on a fait des choses de Bruno Mantovani, qui sont quand même des choses audacieuses, etc. Mais si par musique contemporaine, il faut que ça fasse du bruit, que ça n'ait aucun sens, et que ça fasse comme ça pour dire que c'est de... Ben, pourquoi pas? Pas là, mais moi, ça ne me touche pas. Donc c'est vrai que comment se fait le choix? Eh bien, soit j'ai un contact avec le compositeur directement, je connais ce qu'il a fait par ailleurs, etc. Mais vous savez, il y a un grand festival de musique contemporaine en France qui s'appelle le Festival Présence. Vous connaissez peut-être, c'est à Radio France. Alors évidemment, on est dans un petit milieu, mais enfin c'est le plus grand festival de musique contemporaine du monde. Jouent dans ce festival à Paris les plus grands orchestres. Berlin, il y a 2 ans, il y avait Berlin, Birmingham, évidemment l'orchestre de Radio France, le National, l'Orchestre de Pau. Je cherche l'erreur. Non, c'est pas sympa pour la Philharmonie de Berlin, c'est pas sympa. Non, et donc, oui, on a joué. Et la veille, c'était Birmingham, et le lendemain, c'était Berlin. Ben ouais, ça calme, hein. Je peux vous assurer que... Purée. Bon. Le plus grand festival de musique contemporaine. Je ne sais pas si vous savez, la salle Olivier Messiaen, à la Maison de la Radio, est en travaux. Et du coup, le festival Présence se délocalise. D'accord, ils sont allés à Toulouse, ils vont dans des grandes villes où il y a des grands orchestres. Je peux vous dire qu'en 2011, le festival Présence sera à Pau. Et nous sommes passés devant Strasbourg et Lyon. Pourquoi? Non, mais oui. Pourquoi? C'est pas que... Pourquoi? Dans l'idée de René Bosque, c'est de se dire, ouais, il y a quelque chose qui se passe ici à Pau. En effet, ils font de la musique, il y a une sorte de pédagogie de la musique contemporaine, c'est un festival de musique contemporaine. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir, d'abord, de jouer la musique d'aujourd'hui. On peut discuter les choix artistiques, même lui est très critiqué, parce qu'il ne programme peut-être pas suffisamment de Boulez, parce qu'il y a beaucoup de chapelles, etc., et que si on joue telle œuvre, on ne peut pas être... Je m'en fous, mais donc j'ai pas de... etc. Et donc l'idée, c'est de se dire, wow, il y a quelque chose qui se passe, là, ils font quelque chose, on va venir passer un week-end. Et donc ce sera un week-end en mars 2011 où il y aura donc l'orchestre de Radio France, la maîtrise de Radio France, les percussions de Strasbourg, Jean-Yves Thibaudet qui viendra. Ce sont des concerts qui sont gratuits, l'orchestre de Pau. Il va y avoir tout un week-end. Et ça, c'est totalement touchant et fabuleux parce qu'on a le sentiment qu'on est un petit peu aussi reconnu par nos pairs et se dire que ce qui se passe ici, c'est pas... voilà. Et en plus, c'est une musique que j'aime. C'est vrai que mon professeur de direction d'orchestre m'avait dit, Fessal, il ne faut jamais diriger ce qu'on aime, mais aimer ce qu'on dirige. Et c'est vrai, si vous ne mangez que ce que vous aimez, parfois, il faut aussi goûter, parce qu'on ne peut pas savoir. Moi, quand on me demande quelle est votre œuvre préférée, je vais vous répondre aujourd'hui, mon œuvre préférée, c'est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et le Korngold. Parce que je ne sais pas ce que je vais diriger, enfin, je sais ce que je vais diriger après-demain. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était la symphonie de Chausson, parce que je ne trouvais rien de plus beau que cette symphonie. Parce que, voilà, je pense que dans la... et la musique contemporaine, c'est pareil. C'est vrai que les gens ont un certain préjugé. Et la plus belle preuve en est, c'est quand on fait des œuvres de musique contemporaine avec des tout jeunes enfants en primaire. Ils sont extraordinaires. Ils font des dessins, ils font des choses, ça les inspire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout neufs. Parce qu'ils découvrent ça, ils sont tout neufs simplement. Et la chose la plus difficile, et c'est pour ça que je présente aussi des concerts et que je donne des pistes sur la musique contemporaine, c'est pour vous relaxer. C'est un peu comme chez le dentiste. Moi, j'ai un dentiste qui me fait respirer, etc. et qui me raconte des choses tout à fait douces pour me faire oublier que je suis chez le dentiste. Eh bien, moi, c'est un peu pareil. Alors, certains vous diront que je vous endors. Non. Mais voilà, donc je vous dis simplement, ça ne va pas faire mal. Voilà. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas zapper. Parce que je la mets souvent en début de concert ou au milieu, parfois. Et vous ne pouvez pas soit partir, soit etc. Donc, enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas eu trop de plaintes. Hein. Non, ça va. À l'exact inverse, il y a des gens qui te reprochent d'avoir dirigé le Chanteur de Mexico ou d'avoir joué tous les grands tubes au Zénith.
Ouais, c'est à mais non, l'inverse. mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Vous savez, c'est sûr. C'est un autre préjugé, c'est un autre préjugé. Oui, quelque oui, non, part. mais c'est sûr. Moi, je suis très, très bien dans mes baskets. Je suis très, très heureux et très épanoui. Même si, évidemment, vous savez, moi, quand je suis arrivé à Pau, il y a 6 ans de ça, j'étais à Toulouse, j'étais assistant de Michel Plasson. Et l'exemple s'est reposé très récemment à New York. Hein. Et il y a 6 ans, donc j'avais connu André, enfin bon, etc. Et André me propose de venir ici. Et les gens qui m'entouraient me disaient, fais ça, mais qu'est-ce que tu vas faire à Pau? À Pau. Moi, je ne connaissais pas Pau. Vraiment. Enfin, je connaissais son maire, mais je ne connaissais pas la ville. Et Jean, mais comment pas, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire à Pau, etc. Et j'ai appelé à ce moment-là Jean-Claude Casadesus, qui m'a dit, écoute, fais ça, fonce, vas-y, creuse, tu tomberas sur une mine d'or. Et en effet, j'ai labouré, j'ai pris ma pelle et mon seau, ma pioche, j'ai creusé, voilà, et je suis sur une mine d'or. Et aujourd'hui, c'est pas, alors quand on parle de savoir si je vais partir aujourd'hui, ce serait quand même très très bête de partir en laissant cette mine d'or comme ça, sans. Non. Donc voilà, et c'est vrai que oui, je suis très heureux, je suis très épanoui. Alors c'est vrai que Jean-Luc Choplin m'a proposé il y a 2 ans ou 3 ans de diriger Le Chanteur de Mexico, qui était une grande aventure, que l'opérette ça fait un peu sourire, que ça fait pas tout à fait sérieux, et que on m'a dit fais pas ça parce que tu vas être catalogué opérette. Eh ben tant pis, je joue au catalogué opérette. Moi, j'ai passé un très bon moment, j'étais très très heureux. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est et la même chose à New York. Hein, vous savez. Moi, je ne suis pas directeur de ballet. J'ai dirigé 2 ballets dans ma vie. Et vous savez que le New York City Ballet, bon, c'est la plus grande institution de ballet dans le monde. C'est il y a 120 danseurs. Il y a notre propre orchestre, 80 musiciens à plein temps. C'est surtout une compagnie qui a été créée par Georges Balanchine. Et vous savez qu'ils possèdent les droits de Balanchine. Ce qui fait que dès qu'on monte un ballet Balanchine dans le monde, ils doivent envoyer un maître de ballet pour vérifier que, etc. Et moi, j'avais dirigé un Balanchine donc, à Toulouse et un à l'Opéra de Paris. Et donc, ils m'ont invité à New York pour venir diriger le New York City Ballet. Je suis y allé, je sais qu'ils cherchaient un directeur musical depuis 2 ans et demi. Ça a été un coup de foudre avec les danseurs, avec l'orchestre, c'était quelque chose. Et pendant 6 mois, ils m'ont posé, etc. Je suis retourné, ils cherchaient le directeur musical, ils m'ont demandé est-ce que ça vous intéresserait. Et tous mes amis, oui, les gens avec qui j'en ai discuté m'ont dit fais ça, il faut faire très très attention parce que tu risques d'être catalogué, chef de ballet, etc. Bah ouais, mais quand on a des rencontres dans la vie, il ne faut pas non plus trop se poser. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas, je ne sais pas, peut-être que ma carrière aurait été très très différente et je pense que j'aurais été très malheureux de ne pas l'avoir fait. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est intéressant, c'est comme ça, quoi. Le micro est là. Oui. Non, mais vas-y, parce qu'on va le temps que ça arrive. Je répéterai la question. Non, mais je répéterai votre question. Allez-y. Bien sûr, avec plaisir. Enfin, non, mais bien sûr, il faut que tu le fasses, mon Fred. Alors, c'est vrai que nous avons, il y a en termes de, quand on parle de musique, le Pays du Soleil Levant, ou que ce soit d'autres comme la musique arabe, enfin bon, autre chose, c'est vrai qu'on est aussi dans des modes musicaux, dans des instrumentariums qui sont très différents.
qui sont très différents. Maintenant, par exemple, à New York, il y avait un compositeur en résidence quand je suis arrivé, qui était Brian Chain, c'est un Chinois, donc un compositeur, qui a écrit une œuvre avec le matériau orchestre. Ça fait musique chinoise, ça c'est indiscutable. Il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas d'instrument particulier. Mais pourquoi pas? C'est vraiment, on sera dans. Mais tout à fait. On a fait l'année dernière à Mourinx une partie d'un concert avec le groupe Aflac, qui est la musique orientale absolument superbe. Et donc on a mélangé ces deux. Voilà, on a fait faire des arrangements. Mais ouais, tout à fait. Ah mais moi je suis ouvert. Hein. Enfin, Fred, tu as de quoi noter ou pas? Ok. Est-ce qu'il y a une œuvre que vous rêveriez de diriger et que vous n'osez pas diriger? Et ouais. Qu'est-ce qui ferait que vous auriez la capacité, enfin, que vous seriez en capacité de le faire? Eh bien, ça, c'est Frédéric. Et ouais, parce qu'il y a des œuvres, que par exemple, il y a beaucoup d'œuvres qui me font un peu peur. La mer de Debussy. Ça, c'est une pièce absolument superbe. Et Fred me dit, il faut faire la mer. Je lui dis, écoute, je me sens pas. Je me sens trop petit. Je me sens pas assez. Je me sens pas à la hauteur. Et il me dit, si, il faut le faire. Je pense que ça sera très bien. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi ça dans la programmation. Et c'est pour ça que c'est génial de travailler aussi en binôme avec Frédéric, qui est un ami d'enfance, qui me connaît par cœur et qui sait qui sait ce qui peut bien m'aller. Il y a des œuvres que je n'ai pas envie de diriger parce que je sais que je le ferai pas bien. Et c'est pour ça aussi que je me suis associé cette année avec Joël Suhubiette. Parce que il faut pas. Autant je crois pas que la musique, certains répertoires soient des questions de spécialistes. Par ailleurs, quand même, il y a un certain répertoire comme Bach, Haydn, enfin tout le répertoire baroque. Moi, je ne me sens pas je ne me sens pas de le faire parce que je trouve que je n'ai pas. C'est stupide, hein, c'est une sorte de complexe, mais j'ai le sentiment qu'il y a des gens tellement meilleurs qui font ça tellement bien que je préfère les inviter à le faire plutôt que de le faire moi-même. Donc, mais il y a des œuvres, il y a les symphonies de Bruckner, symphonies de Mahler que j'adorerais faire parce que c'est évidemment un rêve, mais je ne me sens pas. C'est vrai que la mer, par exemple, c'est une œuvre que Fred va m'imposer en me disant je veux que tu fasses la mer, et sans doute je le remercierai infiniment après l'avoir fait. Voilà. Il y a des œuvres qui sont plus difficiles, qui me semblent plus difficiles. Bien sûr, il y en a plein. J'aurais une question ici, mais je voudrais annoncer quelque chose. Fred Morando, dont tu parles si souvent, va donner des cours d'histoire de la musique classique à l'Université du Temps Libre cette année. Ah oui. Et on espère bien qu'il va continuer. Il est super. Il est super, oui. Il est là. Tu peux te lever, peut-être que les gens te voient. Voilà. Oui, à propos de ballet, je voudrais savoir s'il se compose beaucoup de musique aujourd'hui pour le ballet. Pour le ballet, peu. Et en fait, et même pour le ballet, peu, en fait. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et notamment, même à New York, il y en a assez peu. C'est une question... Ça tient des chorégraphes qui sont bien gentils. Moi, c'est un peu mon combat, le combat que je mène à New York notamment, parce que les chorégraphes, évidemment, pour chorégraphier, pour monter un ballet, le plus simple, c'est d'avoir de la musique, c'est d'avoir le CD. Et donc, il y a des nouveaux ballets, des nouvelles chorégraphies. Ce qu'on appelle un nouveau ballet, c'est un ballet qui est fait pour la première fois, une création. Et il y a des nouveaux ballets à New York. Il y a eu un nouveau ballet très récemment sur le concerto numéro 2 pour piano et orchestre de Shostakovich. Il y a eu un nouveau ballet sur les variations rococo de Tchaïkovski. Il y a eu un nouveau ballet sur la petite messe de Rossini. Et moi, je suis allé voir notamment le compositeur en résidence, et je lui ai dit, écoutez, ça va quoi. Tu vois, il faut quand même commander aussi de la musique et faire de la musique. Alors évidemment, c'est plus difficile de chorégraphier
sur de la musique qui n'existe pas. Et c'est vrai que c'est plus de travail, mais enfin, Balanchine l'a fait avec Stravinsky. Évidemment, il faut quand même savoir que les plus belles partitions, je trouve, les plus belles partitions de l'histoire de la musique sont des ballets et sont des commandes de ballets. Le Sacre, Daphnis, Petrouchka, enfin, oui, Casse-Noisette, bien sûr, ça c'est un ballet tout à fait. Donc voilà, et c'est vrai que les chorégraphes aujourd'hui ne font pas suffisamment preuve d'audace. Et le poste de directeur musical au New York City Ballet, je ne peux pas imposer, dire tiens, je vais commander une œuvre. Donc c'est un travail qui est un tout petit peu plus subtil, où je dois essayer de... on se voit avec les chorégraphes, et j'essaie de leur vendre un peu ma sauce. Mais je suis ravi, puisque l'année prochaine, pour 2010, on a 8 commandes. 8 commandes, dont une française, parce que j'ai demandé à Thierry Esquèche de commander un ballet. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de ballets. L'Opéra de Paris, ils font des commandes. Philippe Hersan, qui est venu à Pau, a eu une commande de l'Opéra de Paris. Parce que Brigitte Lefebvre pousse beaucoup à cela. Mais pas assez. Et c'est pour ça que ça a hyper intéressé notamment Thierry, mais Esa-Pekka Salonen, qui est un grand chef d'orchestre, compositeur, est ravi d'avoir une commande de ballet. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai découvert aussi cet univers de la danse, peut-être parce que je danse un peu sur scène parfois. Bon, je me suis calmé. Hein. Pas hier, peut-être, ouais. Pour les bis. Ouais. C'est énorme, non? Mais, enfin bon. Ouais, je ne peux pas faire... Et donc, il y a ce rapport avec la danse. Et c'est vrai que le travail entre le chorégraphe et le compositeur, c'est aussi un travail qui est assez... Mais il n'y a pas suffisamment de commandes. Et vous avez raison. En tout cas, pas suffisamment de commandes pour... Et c'est ça qui est complètement hallucinant. C'est qu'en fait, il y a des commandes pour des opéras, il y a des commandes pour des concertos, des symphonies, etc. Mais il y en a pas assez, il n'y en a pas quasiment. Il n'y a pas de commande de ballet. Puisqu'on est à New York et au New York City Ballet, quand on consulte le site du New York City Ballet, on s'aperçoit qu'au moment des fêtes, tu arrives à jouer un nombre incalculable de fois la même musique. Si je me oui, parce que c'est traditionnel. Depuis 54 ans. C'est pas usant ou je sais pas. Non. Depuis 54 ans, c'est extraordinaire. Balanchine a créé cette compagnie et il a, ça c'est assez énorme. Il a créé un ballet sur l'œuvre de Casse-Noisette. Casse-Noisette, il y a une 50aine d'années, c'était un ballet totalement obscur, que les gens ne connaissaient pas. Et lui, il en a fait une chorégraphie, il en a fait un ballet. Bon, il faut voir la chorégraphie. Si vous allez à New York au mois de décembre, vous m'appelez parce que je vous invite. Je vous jure que c'est vrai. Hein. La chorégraphie est monstrueuse. Il y a un arbre gigantesque, il y a 40 enfants sur scène. Enfin, c'est sublime. Il neige sur scène. Enfin, c'est un truc absolument merveilleux. Et à un tel point, si vous voulez, qu'il y a 46 représentations. 46 représentations par an. Donc, le New York City Ballet, c'est 3000 places, la salle. Et c'est à guichet fermé. Je vous inviterai parce que j'ai quand même des places. Hein. C'est que c'est très plein. Et ça a été un tel événement, non seulement que les gens vont là, comme le concert du Nouvel An, ils y vont tous les ans. Tous les ans, ils emmènent les petits-enfants qui grandissent, enfin les enfants, les petits-enfants, etc. Et maintenant, c'est devenu, si vous vous baladez dans New York au mois de décembre, le symbole de Noël et de la fête, enfin de Noël, c'est Casse-Noisette. Et il n'y a pas une ville de taille moyenne qui ne fasse pas un Casse-Noisette aux États-Unis. Et tout ça est parti du New York City Ballet. Alors, il y a 46 représentations. Moi, cette année, j'en dirige 22. Mais je me suis dit qu'un jour, je ferai les 46 pour voir juste ce que c'est. Les gens ne me croient pas, mais je le ferai. Les musiciens de mon orchestre, les musiciens de votre orchestre, parce que c'est pas, mais les musiciens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les musiciens? D'accord. Les musiciens de l'orchestre, c'est pas un orchestre qui est permanent. Dans la question, on fait ça. Je dois parler des musiciens. Enfin, on m'interroge sur les musiciens, comment je les recrute, d'où ils viennent, etc. Les musiciens, c'est pas un orchestre permanent. Permanent, ça veut dire que c'est pas un orchestre. Les musiciens ne sont pas salariés de la ville de Pau à plein temps. Ils sont recrutés. Ils ont un contrat à chaque fois qu'il y a un concert. Ce qu'on appelle une série. Okay, une série, c'est répétition, on commence le lundi,
et il y a concert jeudi, vendredi, samedi. Ça, c'est une série. Ou dimanche, là, puisqu'on va à Mourinx dimanche. Et les musiciens sont contractés par la ville. C'est la ville de Pau qui est l'employeur de l'orchestre, puisque l'orchestre est municipal, même si on a quelques subventions tellement ridicules, mais enfin, de l'État, du département et de la région, ça monte. Et grâce à Concerto, on arrive. Bon, je vous en parlerai aussi. En tous les cas, c'est notre source, notre employeur, c'est la ville de Pau. Donc les musiciens sont contractés comme ça, plusieurs fois dans l'année. Il y a combien de concerts on fait? Il y a combien de séries? Il y a grosso modo 9 séries, plus des sons et brioches, plus le concert du Nouvel An, voilà. Lorsque je suis arrivé, il y a 6 ans, il y avait un orchestre. Parce que, évidemment, j'ai créé l'orchestre de Pau. Parce que ça va plus vite à dire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ça va plus vite parce qu'il y avait une association. L'orchestre de Pau était un ensemble de musiciens. L'orchestre de Pau était un ensemble de musiciens, de profs du conservatoire qui jouaient, qui se réunissaient de temps en temps. Il y avait peu de concerts, mais il y avait une petite cellule. Et lorsque je suis arrivé, donc il y avait ces musiciens qui étaient là, qui étaient profs du conservatoire. Évidemment, en arrivant, j'ai dit à André, écoute-moi, il y a 2 choses que j'aimerais. Il y a 2 choses pour que je puisse venir. La première, c'est que l'orchestre passe en régie municipale. Parce qu'à l'époque, c'était une association. Pourquoi j'ai souhaité ça? Parce qu'aujourd'hui, non pas que je le regrette, pas du tout, mais c'était pour moi, à ce moment-là, indispensable pour l'ossature, pour la visibilité, pour la lisibilité de l'orchestre, pour sortir d'une sorte de myriade d'associations, et pour surtout dire que cet orchestre-là, c'était un service public. Pour moi, ça passait par là, et d'avoir une régie municipale, ça permettait d'avoir une colonne vertébrale et une assise, et surtout un contrôle, une transparence qui, pour moi, était indispensable. Et c'est vrai que la régie municipale, toutes les décisions passent par le conseil municipal. Il y a tout un réseau de notes à faire, etc. Je salue Evelyne qui est là-bas et nos deux amis. Et c'est très contrôlé. Le secrétaire général vérifie les notes, etc. Ça donne une assise et une sécurité pour moi qui me semblait indispensable. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, j'ai demandé à André de séparer totalement le conservatoire de l'orchestre. Parce qu'au tout départ, l'orchestre était composé de musiciens profs du conservatoire, qui n'étaient pas obligés de faire l'orchestre, mais en termes de lisibilité, ce n'était pas tout à fait clair. Et moi, je voulais vraiment être sûr que je puisse à la fois recruter des musiciens, à la fois, il faut le dire, les remplacer. Voilà. C'est le problème que j'ai en ce moment, puisqu'il y en a un qui est en train de nous menacer de nous poursuivre. Enfin, bon, ce n'est pas très, très intéressant, on peut en parler. Et que, voilà, c'était de faire la distinction. Donc les musiciens, je les ai gardés. Ce sont les mêmes musiciens au départ. Il n'y en a que 2 qui nous ont quittés, pour vous dire, en 6 ans, à qui j'ai demandé de partir. Et ensuite, ce sont des gens du coin, évidemment, parce que la priorité, quand on fait des concerts, c'est quand on a grossi l'orchestre, puisque l'orchestre était un plus petit groupe, on a grossi l'orchestre, c'était de voir quels étaient les musiciens dans le coin. Ici, Tarbes, Toulouse, c'est pas très loin, Bordeaux, c'est pas très, enfin voilà, un peu dans la région. Hein. Et puis, lorsqu'on ne trouve pas d'instrumentiste dans la région, on va chercher un peu plus loin. Forcément, si vous voulez avoir, je ne sais pas, un superbe premier trombone ou un superbe... Bon, ça dépend aussi vous voyez ce que je veux dire, tout ça est très délicat. Ce que je suis en train d'aborder là est un tout petit peu délicat. Hein. Simplement, l'idée, c'est de donner priorité aux Palois, enfin aux gens de Pau et du coin, et ensuite, selon les caractéristiques, voilà. Sachant que l'objectif principal, c'est le concert, c'est la qualité instrumentale, et c'est vrai que quand on doit se séparer de quelqu'un, c'est toujours très douloureux, c'est difficile à faire, parfois il faut impérativement le faire. Ensuite, le recrutement, comment ça se passe? On fait des auditions. On passe une annonce et on fait des auditions. Et puis les gens se présentent, et beaucoup de gens se présentent, parce qu'on commence à avoir une bonne réputation. Ben ouais. S'il vous plaît. Le nombre est limité.
Ben, ça dépend des œuvres que l'on fait, ça dépend des endroits où l'on joue. Il est évident que l'on grossit l'orchestre quand on joue au Zénith. Parce que évidemment la salle est beaucoup plus importante, c'est sonorisé, c'est pour ça que il y a eu des bruits lorsque la nouvelle municipalité est arrivée, ça s'est rapidement éteint parce qu'il a fallu aussi faire aussi de la pédagogie. On m'a dit qu'il faudrait que toute la saison symphonique se passe au Zénith. Voilà, c'est tout. S'il vous plaît, je vais revenir un petit peu en arrière peut-être, mais c'est pourtant l'avenir. Je vous ai vu ce matin, après avoir... il y avait 6 ou 8 ou 10 autocars qui sortaient plein de mômes. Et vous aviez manifestement fait... Comment vous vous y prenez là? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un travail en amont? Est-ce que vous avez un autre comportement avec les enfants? Est-ce qu'ils viennent toucher les instruments? Oui, on ne fait pas de... de toute façon, ça c'est l'idée. Quand on... Je ne suis évidemment pas différent avec les étudiants, avec les enfants, avec le public. Je pense que... mais ce qui est super important, c'est ce qui se passe en amont. C'est ce qui se passe avant. Faire des coups, ce n'est pas très intéressant. Vous savez, quand on a fait, par exemple, ce concert au Stade des Bleuets, l'année dernière, voilà. J'aurais pu dire à la municipalité, je voudrais faire un concert Stade des Bleuets, parce que c'est une cité, parce que ça va faire bien, et la presse, etc. Ça s'appelle un coup. Je pourrais très bien faire ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, et c'est là où, avec Fred, on a eu les larmes aux yeux en répétition, mais je vous assure que c'est vrai. Quand on a travaillé pendant 1 an avec les habitants du quartier, quand certains d'entre eux ont appris à défiler, des gens un peu brisés par la vie, il faut le dire, quand on a fait écouter ces tableaux d'une exposition qu'on a joué à des slameurs, qu'on a lu ces textes, qu'ils les ont lus sur la musique, il y a eu un travail pendant 1 année. Et beaucoup d'entre eux, non seulement sont devenus des amis, mais au bout d'1 an, ils ont pris 50 abonnements à l'orchestre. C'est-à-dire que la MJC, le centre social de la Pépinière et des Fleurs, ont pris 50 abonnements et chaque concert, ils font profiter ces abonnements des gens du quartier. Waouh! Ça veut dire que là, c'est vraiment... Non, mais c'est à eux, c'est eux qu'il faut vraiment, parce que ça... Mais on est vraiment dans ce qui est le plus important, et c'est ça, la musique, et c'est ça qui est passionnant dans le métier qu'on fait, parce que ces gens-là, qui l'eût cru, eux-mêmes ne connaissaient rien du tout. La plupart des gens, c'est la première fois qu'ils écoutaient, et ça, c'est merveilleux. Et ça ne se serait jamais produit si on était venu faire un concert au Stade des Bleuets. Les scolaires, c'est pareil. L'ouverture des répétitions générales aux scolaires, tous les orchestres le font. Tous les orchestres, je n'ai rien inventé, mais en revanche, en revanche, ça ne m'intéresse pas que des enfants viennent assister à une répétition d'orchestre comme on regarde par le trou d'une serrure. Quel intérêt? En revanche, et ça a été aussi, quand je parle de la ville de Pau, je ne jette pas les fleurs, vous savez, je suis pas, encore une fois, je ne fais pas de politique, mais la ville de Pau a ce qu'on appelle des intervenants en milieu scolaire. La ville de, vous savez, ce sont des personnes qui interviennent dans les écoles, non pas à la place des professeurs, mais en soutien ou pour apporter quelque chose que l'instituteur qui est censé savoir tout faire, comme on le sait, puisque c'est évidemment ce qu'on nous dit. Donc la ville de Pau avait décidé de se dire, j'aimerais donner la chance à des enfants avec ces intervenants en milieu scolaire. Ce sont des personnes qui interviennent dans les classes. Et moi, j'ai bondi là-dessus, j'ai sauté sur cette occasion. La première réunion que j'ai faite en arrivant, c'était de rencontrer ces intervenants en milieu scolaire. Et j'en ai trouvé une totalement extraordinaire, audacieuse, qui s'appelle Valérie, qui a les cheveux comme ça, qui est absolument géniale. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas venir travailler avec nous à l'orchestre? Non pas juste comme ça, mais parce que tous les enfants qui viennent, 550 par mois, on est à 5000 enfants par an, sont préparés en amont. Elle fait un petit carnet, elle fait des jeux. On choisit en début de saison quelles sont les œuvres qu'on va jouer, etc. Et donc, on a des enfants qui sont préparés. On répond à des questions, je réponds à des jeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans une autre dimension. On est dans un... Donc, je suis sûr que ça se passe ailleurs. Je n'ai pas vérifié, je pense que ça doit se passer. Il y a plein de gens qui doivent le faire. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me... Donc non, je fais aussi de la pédagogie avec les adultes.
on est tous pareils, quoi. On est tous pareils. On n'a pas parlé des solistes. Je crois qu'on a beaucoup de chance parce que tu as beaucoup d'amis, c'est générationnel, qui sont en train d'émerger comme des très grands solistes internationaux. Ils gagnent des prix aux Victoires de la musique et on les a tous vus défiler à Pau. Oui, on les a tous vus. Enfin, on les a tous vus, on en voit beaucoup. Il y a certains artistes qu'on ne verra jamais. Anne-Sophie Mutter ne viendra jamais. Non, mais pourquoi? Parce que ça aussi, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la musique classique aussi est dans cette situation-là aujourd'hui? Parce qu'il faut dire les choses. Il faut, et c'est pour ça que les rapports sont difficiles avec les musiciens. On est dans un milieu, la musique classique, qui ne rapporte pas d'argent. Qui ne rapporte pas d'argent. Ça coûte énormément cher. C'est pour ça que le prix des places est si élevé. Et le prix des places est si élevé et c'est en déficit mortel. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a sur scène a un coût. Un coût, c'est très simple, c'est les cachets des musiciens. D'accord, donc il faut payer. Nous, à Pau, c'est 100 € le service, concert aux répétitions, par musicien. Ah, mais j'ai pas de secret, moi, je veux dire. Ça. Il y a la location du Palais Beaumont. Il y a mon cachet, le cachet du soliste. Ça a un coût. Et ensuite, il y a le prix des places. Et évidemment, on est à un coût pour un concert, une série d'orchestres. Non, mais le prix d'un concert. Non, mais le concert. Ça fait, on est le concert coûte, le concert à peu près, combien? Ah, 100 ans que ça? Mais tu prends combien, toi, alors? Mais non, le concert. Mais si tu comptes les répétitions? Non. Ah, le concert, c'est 15 000. 12 000. Ah oui, bon, parce que là, je vais... il peut en parler. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Où est-ce que j'en étais, là? Dans les chiffres. Oui, les concerts, ça a un coût. Les solistes qui coûtent cher. Ça a un coût. Les solistes, voilà. Et c'est vrai que les cachets de certains solistes et de certains chefs sont hallucinants. Anne-Sophie Mutter, 35 000 € la soirée. Mais oui, mais vous ne le savez pas. Mais vous savez, mais c'est pas choquant. Enfin, c'est ce qu'on voudra. Vous regardez les plus grands chefs, évidemment, bon, c'est une star internationale, c'est une star mondiale. Elle est sublime. Moi, ce que j'ai souhaité, c'est qu'évidemment, je peux imaginer dépenser 35 000 €. C'est-à-dire que c'est pas ça qui est choquant. Évidemment, c'est soit une fois 35 000 €, soit 10 fois 3 500 €. Donc, je peux faire un seul concert. Bon, moi, je considère, j'ai un frère jumeau qui est chirurgien, qui est chef de service à Paris, en chirurgie digestive, qui est mon vrai jumeau, donc évidemment, qui fait une carrière hospitalière parce que c'est son choix, et qui est professeur de chirurgie, enfin, qui va être nommé professeur de chirurgie. Il gagne très bien sa vie. Mais on est très très loin de ces trucs-là. Et un chirurgien, je trouve que voilà, c'est autre chose. Okay, parce que nous, on se plante, ça va, quoi. Bon. Mais oui. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je considère qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Et nous avons fait voter en conseil municipal un cachet que je ne souhaite pas dépasser. Évidemment, les artistes... Donc, on me dit, forcément, ça va limiter les artistes. Oui, ok. Ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Ça veut dire qu'on va chercher autre chose. Et moi, je me dis que ici, à Pau, eh bien, il faut avoir des artistes qui ont très envie de venir, qui vont partager quelque chose. Et on a les mêmes artistes qui viennent pour des cachets moins importants, parce qu'ils savent qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Et tous les exemples, les frères Capuçon, quand ils viennent, c'est pas, je vous assure que quand ils viennent ici, ce n'est pas les cachets qu'ils ont quand ils jouent avec l'Orchestre de Paris, etc. Quand on a eu Xavier Phillips, pareil. Alors les agents, quand on passe par les agents, parce qu'on est obligé de passer par les agents, ils disent, donc Xavier Phillips, bah oui, c'est 8 000 € le concert. Mais oui, bah oui. Eh bien, au revoir. Bah, je suis désolé. Bon, voilà, eh bien, on l'a évidemment à 4 fois moins. Parce que ce qui est déjà beaucoup d'argent, il ne faut pas non plus descendre, tu vois. Mais je considère que 2 000 €, bah, c'est bien. Enfin, 2 000, ça peut être un peu plus. Hein, certains artistes, c'est pas le. Parce que, voilà, je pense que. Et donc, ces artistes-là viennent
viennent parce qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a un rapport avec le public qui est différent, parce qu'on les loge bien, parce qu'on prend soin d'eux, parce qu'ils répètent, et que vraiment c'est ça qui est important. C'est que je me suis rendu compte, et il y a de plus en plus de demandes d'artistes qui veulent revenir, des gens incroyables. C'est vrai que quand je suis arrivé, moi j'ai promis aux gens, non, vous n'irez plus à Bordeaux pour écouter, ou à Toulouse pour écouter tel et tel artiste. Ils viendront ici. Eh bien oui, ils viennent. On a et en musique de chambre également. On a eu le plus grand quatuor du monde avec le quatuor Mosaïque ou le Prajac. Voilà, on a quand même des artistes totalement incroyables. Frédéric Lodéon, qui est un ami, mais qui est évidemment très sollicité. Voilà, mais parce qu'il y a un rapport, il y a quelque chose qui s'est créé ici. Et ce qui nous permet aussi d'avoir une politique tarifaire intéressante. Parce que quand on voit qu'un abonnement, etc., enfin, c'est aussi, tout ça est intéressant. Mais c'est une balance entre évidemment la qualité artistique. Et puis, je vais vous dire, Anne-Sophie Mutter vient à Pau, ça ne sera pas plus complet. Donc, ma recette, vous voyez, je ne dis pas que... Attention, vous comprenez ce que je veux dire. Elle est sublime. Mais elle est sublime. Mais moi j'adore, enfin, on a notre jeune violoniste là. Et puis c'est plus intéressant aussi de découvrir, parce qu'il y a des artistes de renommée internationale, mais il y a aussi des trouvailles comme celle qu'a fait Frédéric avec Pavel Sportseul, qui est un type un peu barré, qui joue sur un violon bleu, avec des boots. Bon, mais il joue super bien. Il joue super bien, voilà. Et c'est vrai que c'est... Voilà, on a ça, mais on fait un concert autour de l'opéra avec Magali Léger le mois prochain. On fait d'autres choses qui sont... voilà, on essaie de varier les plaisirs. Je crois qu'on va être obligé d'arrêter. Je suis désolé parce que si je vous donnais le planning de la journée de Fessal aujourd'hui... ça va. Non, mais je te remercie d'être ça va, venu nous c'était voir, les mais je crois qu'on va prud'hommes, être obligé d'arrêter. Voilà. Fessal, notre plus fidèle adhérente avec... Je vous remercie beaucoup. D'abord, je remercie le président. Je te remercie beaucoup, monsieur le président aussi. Et je trouve ça génial ce que vous faites ici. Félicitations pour votre brillante place au marathon de New York. Waouh, parfait. Je n'ai pas couru, mais enfin, génial. Bon, et vous venez au concert? Mourinx. Il reste des places, je vous jure qu'il reste des places. Et Nouvel An, etc., etc.